Comme vous le savez, j'ai une formation scientifique. Disons que je suis un cerveau droit qui utilise le cerveau gauche pour parler. Donc l'idée, c'est d'explorer une voie de connaissance qui est complémentaire à la voie de connaissance scientifique, qui est la voie symbolique. En sachant que, évidemment, la science n'a pas le monopole de la connaissance, puisqu'elle ne fonctionne bien que dans les champs de la causalité, et donc idéalement dans le champ de la matière, même s'il y a une espèce d'impérialisme de la pensée scientifique qui a voulu interroger tous les autres domaines de l'existence. En tout cas, le monde symbolique explore, c'est un langage qui explore la question du sens. Donc ça présuppose, et là on va le voir aujourd'hui, alors sur le plan planétaire, ça présuppose que nous sommes tous baignés dans un monde de forces signifiantes qu'on appelle les forces historiques si on s'intéresse à l'histoire. Et que si on s'intéresse à l'individu, ces forces signifiantes sont incorporées en quelque sorte dans notre psyché et construisent la personnalité, qui fait donc partie d'un grand système en mouvement permanent qui est décodable en tout cas par la grille de lecture astrologique. Donc dans cette lecture, les grandes planètes correspondent à des structures archétypales qui vont donner les rythmes du mouvement de cette grande océan de sens dans laquelle on baigne en permanence et qui produisent l'histoire. Alors pourquoi s'intéresser à l'histoire? Parce qu'on est le fruit de l'histoire. C'est-à-dire, et souvent on n'en a pas conscience, c'est-à-dire là où est notre conscience, elle est à l'intérieur de notre corps et de notre psyché, et il y a tout ce passé au fond depuis, on va le voir, on peut remonter au VIe siècle avant notre ère, tout ce passé au fond qui se construit, qui est en pleine évolution et qui n'est pas lié au hasard, comme on a tendance à le lire dans l'histoire moderne, où on fait de la micro-histoire. Vous savez, on étudie combien il y avait de foyers dans tel endroit, à telle époque, etc. Donc ce que je vous propose ici, c'est une lecture qui va poser deux questions. Est-ce que l'histoire a un sens? Et quels sont les rythmes qui vont agir dans ce processus de l'histoire qui fonctionne un peu comme un grand corps organique en réalité. Et si on comprend les rythmes et si on comprend le sens, on va aussi comprendre du coup la finalité, c'est-à-dire vers où cette histoire ou cette partie de l'histoire qu'on va explorer se dirige. Du coup, si on en comprend la finalité, on est dans deux possibilités qui sont liées à notre libre arbitre en tant qu'être humain. La première, c'est de faire non pas de la prédiction, mais de la prévoyance. Faire de la prédiction, c'est faire quelque chose, c'est dire il va se passer telle ou telle chose. Donc ce que je ne vous dirai pas ce soir, je suis vraiment désolé de vous décevoir, mais je ne ferai pas de prédiction, j'essaierai de faire de la prévoyance. Alors le problème de la prédiction, c'est que on peut être en tout cas dans des prédictions autoréalisatrices, c'est-à-dire si je vous dis il va se passer telle ou telle chose, moi, à titre individuel, il peut se passer telle ou telle chose parce que votre cerveau a compris, a mis en place ce schéma. Sur le plan collectif, probablement la même chose. Ça sert à quoi la prévoyance? Ça sert à voir. Une fois qu'on voit ce qui peut se passer dans le futur, parce qu'on a compris les rythmes du passé, on peut essayer à ce moment-là de produire une histoire qui soit le plus en harmonie possible avec les besoins de l'esprit du temps, les besoins du ciel. De toute façon, il se produira quelque chose, mais si cette chose est aveugle, elle va être sous forme de violence, de conflit, de tension, de rupture de schémas brutaux. Si cette chose devient vue et consciente, à ce moment-là, on va pouvoir l'accompagner en tant qu'individu et communauté humaine dans son accomplissement. Donc c'est ça l'intérêt de l'astrologie mondiale, c'est-à-dire s'ouvrir à des systèmes de prévoyance. Et le deuxième élément, il est plus intérieur, c'est-à-dire si on est capable de comprendre les enjeux du présent, c'est-à-dire quelles sont les forces qui organisent le présent. Je vais y revenir tout de suite pour répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais qu'est-ce qui va se passer bientôt? Si on arrive à sentir les enjeux du présent, parce qu'ils sont écrits dans le système astrologique, par exemple, à ce moment-là, on peut
transformer ces puissances émergentes pour les faire monter vers la lumière. Autrement dit, on accomplit... Je me suis longtemps posé la question, pourquoi la vie biologique a inventé une espèce aussi improbable que l'espèce humaine, qui aujourd'hui est devenue capable de manger sa mère, c'est-à-dire de manger la grande nature, hein, qui lui a donné naissance. Au fond, la seule réponse qui me vient, c'est que l'être humain, dans sa grande fragilité et dans sa grande verticalité, pourra à un moment ou à un autre être capable de transférer les puissances de la Terre, c'est-à-dire des lieux géographiques où il habite, vers le monde de la lumière, le monde du ciel. En d'autres termes, la conscience humaine deviendra un jour capable d'être cet intermédiaire vivant et conscient entre les puissances d'en bas et les plans de lumière d'en haut. Donc c'est un peu ça l'idée, mais ça va se construire. On va voir comment tout à l'heure ça se construit progressivement au fur et à mesure de notre histoire qui en fait a commencé au VIe siècle avant notre ère. Alors pour vous libérer l'esprit tout de suite, on va parler du présent. Comme ça après vous serez disponible pour les grands cycles. Donc il y a deux événements majeurs récents, c'est le fameux la crise du Covid et la crise ou la guerre en Ukraine. Alors, c'est lié à deux cycles astrologiques que je vais mettre en place. Le premier, donc le Covid, c'est quoi le Covid? C'est la mise en place c'est la résurgence de l'ombre du collectif qui envahit la conscience. Alors, je ne parle pas du virus, évidemment. Je parle de l'atmosphère psychique qui a pris comme excuse le virus pour s'exprimer et emprisonner les consciences individuelles. Alors vous allez vite comprendre comment ça marche, puisque si on regarde, ça c'est lié au cycle Saturne-Pluton. Donc en 2020, on avait une conjonction Saturne-Pluton. La précédente, donc pandémie, on va dire pandémie du Covid, en Capricorne. La précédente a eu lieu en 1982, donc à ce moment-là c'est l'autre pandémie qui est celle du sida. La précédente encore a eu lieu en 1947-48, donc c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment même où on a eu séparation entre les blocs de l'Est et le bloc de l'Ouest, autrement dit la guerre froide et le glacisme, et celle d'avant c'était 1914. Donc, toutes les conjonctions successives Saturne-Pluton au cours du siècle ont créé exactement la même atmosphère, c'est-à-dire une atmosphère de peur collective, une atmosphère de lutte entre les forces du bien et les forces du mal, je mets des guillemets évidemment. Et vous voyez que Pluton, c'est la puissance de la métamorphose, c'est la puissance des racines dans le langage astrologique, c'est cette capacité d'aller au cœur de nos potentiels, mais sans conscience. C'est-à-dire, c'est la force de la vie brute, en quelque sorte. Sur le plan psychologique, on dirait que c'est l'ombre qui va ressurgir, et on a évidemment tout ce qui est lié sur le plan événementiel, aux services secrets, les mouvements MeToo également est lié à ça, puisque c'est la vie des profondeurs qui va ressurgir. Et Saturne, lui, c'est le principe de réalité, il va chercher à contrôler. Donc on a littéralement des systèmes de contrôle qui se mettent en place pour éviter la métamorphose qui est demandée. Et cette métamorphose, c'est l'intégration de l'ombre du collectif dans les consciences individuelles. C'est ce qui s'est passé, et comme ça ne se passe pas en général, comme c'est pas conscientisé, on va le dire, comme on n'est pas dans le champ de la prévoyance, on a des événements dramatiques qui vont surgir. Première guerre mondiale, 1914, de 48 à 52, on a eu le macartisme aux États-Unis. 1982, la pandémie de sida, et 2020, la pandémie de Covid. Donc, toutes ces puissances n'étant pas utilisées pour transformer notre mode de vie en société, notre mode collectif, elles créent des systèmes d'enfermement et de toute puissance qui vont nous atomiser en réalité de plus en plus, nous couper les liens sociaux à chaque fois. Alors on pourra rajouter que c'était en Capricorne en 2020, c'est-à-dire c'est l'État qui prend la toute-puissance, c'est les structures, on va dire, administratives, pour rester modeste.
En 1982, c'était en balance, donc c'est l'autre dans le sida, c'est l'autre qui était devenu l'ennemi, donc la balance est le signe de la relation à l'autre. En 1947-48, la conjonction était en lion, c'est-à-dire chacun a affirmé sa toute-puissance. On a eu la naissance de l'État d'Israël, mais aussi donc, ce fameux glacis entre le monde dit libre et le monde soviétique. Et en 1914, c'était en cancer, c'est-à-dire l'humanité, pour la première fois dans sa fragilité, a été blessée, et c'était la guerre la plus meurtrière de toute l'histoire, la Première Guerre mondiale. Donc il faut aussi réfléchir par rapport aux signes pour comprendre les énergies qui sont en jeu. Donc, prochaine étape dans cette histoire, c'est là où je voulais en venir, 2028. 2028, on aura un carré entre Saturne et Pluton, donc là encore, on va dire qu'entre 2020 et 2028, c'est la période où on peut résister à cette mise en place technocratique de la toute-puissance. Mise en place technocratique Capricorne, de la toute-puissance, conjonction Saturne-Pluton. En 2028, donc c'est un premier carré, donc on est dans le champ d'une crise d'action, d'une mise en place de quelque chose. Donc les choses risquent d'être verrouillées à ce moment-là. Avec après, au moment de l'opposition, un nouveau contre-pouvoir ou une nouvelle lutte, disons, division entre deux pouvoirs qui vont se mettre en place. On va rentrer dans un schéma de conflit. L'opposition, si ça vous intéresse, elle est en 2034. Mais ce n'est pas les dates qui sont importantes ici. Enfin, les dates, c'est facile à trouver. Hein. C'est comprendre les mouvements énergétiques qui sont derrière. Alors, ça, c'est la crise Covid. Alors, on a une autre crise qui est la crise ukrainienne. Pour la comprendre, il faut remonter... Allez, on va remonter à 1846 parce qu'on va voir les choses en grand. C'est lié non pas au cycle Saturne-Pluton, mais aussi au cycle Saturne-Neptune. La Russie on va dire, suit les rythmes des relations, des conjonctions entre Saturne et Neptune. Simplement parce que Neptune, c'est l'idéal, et Saturne, c'est le principe de réalité. Donc, elle a toujours cherché, enfin en tout cas depuis Marx, à mettre en incarnation une vision idéaliste des relations humaines. Alors, je ne vous parle pas de Staline, il y a une interférence des deux cycles, mais pour l'instant, je vous parle de l'âme de la Russie, d'une certaine manière. Donc, 1848, ou 46-48, donc on avait une conjonction Saturne-Neptune en Verseau. Je vous donne les dates. La conjonction suivante a eu lieu en 1883 en Taureau. La nouvelle conjonction a eu lieu en 1917 en Lion. Et la conjonction suivante a eu lieu en Balance en 1953. Donc vous voyez que ces grandes dates, ce sont elles en fait qui ont... Et la conjonction suivante a eu lieu en 1989 en Capricorne. Donc il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'on suit exactement les rythmes de l'histoire de la Russie. 1848, publication du manifeste par Marx. 1883, mort de Marx. Alors, on a évidemment ici l'angle du Verseau, hein, c'est-à-dire comment, Saturne-Neptune au Verseau, comment imaginer un monde plus fraternel, un monde meilleur, un monde en inventant de nouveaux rapports sociaux. 1883, mort de Marx, et diffusion, alors vous voyez qu'il se trouve que cette conjonction est en carré croissant par rapport à la première. Donc, incarnation et diffusion du marxisme sur tous les territoires, développement des partis communistes partout en Europe. Évidemment, on sent l'influence du taureau, la présence du taureau et la la crise d'action, la mise en œuvre de la théorie, du corpus théorique développé par Marx et Engels. 1917, c'est le Lion, hein. Donc vous voyez qu'elle arrive en opposition par rapport à la première conjonction. L'opposition, c'est une prise de conscience, c'est une objectivation. Donc au fond, une nation qui s'appellera l'URSS a
a rendu objectif, en affirmant haut et fort une nouvelle identité, les idéaux qui étaient contenus dans le corpus de Marx et Engels. Donc Révolution russe, 1917. 1953, en balance, nouvelle conjonction, donc cette fois-ci en carré décroissant par rapport à la première. Mort de Staline, Khrouchtchev prend le pouvoir, et dégel des relations diplomatiques entre l'Est et l'Ouest. On est bien dans un champ balance, dans une logique balance, c'est-à-dire une logique de dialogue, de renaissance d'une vraie coopération. Et 1989, vous voyez que le grand cycle s'achève, puisqu'en fait on revient au point de départ du zodiaque à peu près, en Capricorne ici. Fin du communisme d'État en 1991. Et donc toute l'aventure, en réalité, de l'URSS s'achève à ce moment-là. Enfin, l'URSS à partir d'ici, mais fondée, bien sûr, sur le marxisme de 1846. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Alors, si on continue à dérouler comment, au fond, l'utopie s'est incarnée dans une structure politique, ou comment l'âme russe cherche à se déployer sur un territoire, on a les étapes suivantes. Donc 1989. Alors là, là on est en conjonction. Hein. Et là, Saturne va arriver au carré de Neptune. Ici, elle va arriver à l'opposition de Neptune. Et là, elle va arriver au deuxième carré de Neptune. Je simplifie pour que ce soit à peu près compréhensible. Donc ici, on est en 1999, carré Saturne-Neptune. Ici, on est en 2007, opposition Saturne-Neptune, et ici, on est en 2015, carré Saturne-Neptune. Donc, vous voyez que le cycle de l'histoire de la Russie continue. 99, c'est quoi? C'est le moment où l'OTAN a bombardé la Serbie, Sarajevo, qui est un point de retournement, hein, c'est-à-dire qui est un point clairement où l'âme russe s'est sentie attaquée par les Américains. 2007, c'est le discours de Munich, où Poutine dit clairement que si l'OTAN met une base, va jusqu'en Ukraine et met une base en Ukraine, ce sera un point de non-retour. Mais 2015, ce sont les accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés. Et évidemment, en ce moment, on est là, Saturne est là à peu près. La conjonction aura lieu en 2026, la nouvelle conjonction aura lieu en 2026. Et donc on est en fin de cycle. Donc chaque fin de cycle est une période de chaos si le cycle a été vécu dans le champ de la tension et non pas dans le champ de la transformation. Donc on voit bien que cette logique, c'est toujours la même logique qui se met en place. Ce qu'il faut rajouter, c'est que... Oui, je développerai ça tout à l'heure. Donc vous voyez que ce qui se passe aujourd'hui n'est compréhensible que si on remonte en fait à 1846, ou au mieux à 1989. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1989 que je ne vous ai pas dit? C'est qu'en fait, entre 89 et 91, on avait une triple conjonction, Saturne, Uranus, Neptune. Ce qu'il faut savoir, je n'ai pas le temps de vous le démontrer ici, mais dans l'histoire, à chaque fois qu'on avait une conjonction Uranus-Neptune, la conjonction exacte a eu lieu en 93, un traité de Maastricht, à chaque fois qu'on a une conjonction Uranus-Neptune, on a un renouveau de l'Europe. Donc, si on regarde ces structures, entre 89 et 93, on aurait pu avoir... Qu'est-ce qui était en point semence? Une conjonction, c'est un point semence, c'est-à-dire c'est un moment où les archétypes posent des graines qui vont s'épanouir pendant le reste du cycle. Le point semence, c'était quoi? C'était Uranus et le libéralisme. Le libéralisme peut s'allier avec une vision sociale, Neptune, pour construire un nouveau modèle d'organisation de la société, principe des réalités, Saturne. Sauf que et ça, c'était la vision de Gorbatchev, en 1991, hein, où il parlait de maison commune entre l'Europe et la Russie.
Vous vous souvenez, en 91, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais oublié, mais il était allé au G7 et il avait réclamé 100 milliards d'euros pour reconstruire la Russie. Il est reparti avec 7 milliards, donc une aumône par rapport aux besoins. Donc le péché originel qui a conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, c'est ce refus, ou plutôt cette incapacité de l'Europe de construire, c'est-à-dire de saisir cette opportunité historique qui était la possibilité de reconstruire une civilisation euro-asiatique qui aurait pu être évidemment en compétition avec les États-Unis et avec la Chine. Donc on a exactement raté ça à ce moment-là. Les grands cycles Uranus-Neptune, le cycle Uranus-Neptune dure en 172 ans, hein, donc c'est des opportunités historiques relativement rares qui se produisent tous les 2 siècles. Et alors, évidemment, Saturne est plus rapide, donc elle a tourné. Et je vous disais tout à l'heure que 2007, donc lorsque Saturne s'est opposé à Neptune, le discours de Munich de Poutine, qui fait que la rupture est consommée en 2007. Elle a été déjà bien ébranlée en 1999 avec les bombardements de la Serbie. Et surtout, en 2008, donc Saturne s'est opposé à Uranus. Donc là, je ne reviens pas sur la crise financière hein, qui est aussi liée à ça. Mais en 2008, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan géopolitique? Il s'est passé que c'est à ce moment-là où les Américains ont décidé d'installer une base de l'OTAN en Ukraine. Donc vous voyez ce qui se passe. Les 2 cycles Saturne-Neptune et Saturne-Uranus, puisque c'est des oppositions, se sont dissociés. Et l'espoir de construire une grande civilisation de Brest à Vladivostok a complètement été coulé dans l'œuf. Donc évidemment, si on réfléchit comme ça, on peut comprendre le sens des événements historiques, le sens des opportunités historiques, pour être précis, et donc rentrer dans ce que j'appelais la prévoyance, c'est-à-dire si telle vision n'est pas développée à un tel moment de l'histoire, on va forcément créer des frottements entre les blocs et ça va se transformer en conflit, en guerre, en violence, etc. Quand on regarde l'histoire, le drame, c'est qu'on est très peu conscient de notre histoire. On est très peu conscient de ce qui se joue dans l'histoire à un moment donné du présent. Et donc on laisse faire. Et donc on laisse faire les gens qui sont habités alors, par Pluton, dans le cycle Saturne-Pluton, c'est-à-dire ceux qui sont dans la toute-puissance, et donc on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Depuis le Covid, c'est un système de toute-puissance oligarchique qui est en train de prendre le pouvoir sur les sociétés, alors que ces sociétés elles-mêmes pourraient idéalement entrer dans un processus de métamorphose. Donc au lieu d'aller vers une renaissance, Pluton c'est le phénix qui renaît de ses cendres, au lieu d'aller vers une renaissance, on va vers un mode orwellien, simplement parce que, encore une fois, on n'a aucune conscience des grandes forces qui organisent notre histoire et qui fait que on se trouve là aujourd'hui. On a trop tendance à les considérer d'un point de vue mécanique et matérialiste en disant l'histoire c'est des contingences, c'est des hasards, c'est des successions de volontés politiques, etc. Non, c'est juste des forces qui ont des rythmes précis, qui développe une certaine puissance, Pluton, une certaine vision qui réveille l'âme de la Russie, ici par exemple, et qui cherche leur chemin dans les sociétés humaines. Et il y a des personnes qui sont évidemment plus sensibles à ça. J'ai regardé le thème de... C'est intéressant, si vous êtes astrologue, de comparer le thème de Poutine et de Napoléon. Rien à voir. Je vous le dis tout de suite, mais quand même. Napoléon était Lion ascendant Scorpion, et il avait une conjonction Mars-Neptune. Et le sens de cette conjonction, c'est exactement ce qu'il disait: je tisse les plans de mes batailles à partir des rêves de mes soldats endormis. Donc il était évidemment Mars dominant, puisque conjoint est conjoint à Neptune, donc c'est le dieu de la guerre d'une certaine manière. Il était sensible à l'âme de la France, et il était en contact avec ce monde imaginal, ce monde du mystère, donc Neptune, et à partir de là, il tissait le plan de ses batailles.
c'est du littéral en astrologie. Et si vous regardez le thème de Poutine, il est Balance ascendant Scorpion. Alors Balance ascendant Scorpion, ça fait en général de grands politiques. C'était le cas de Gaulle, c'était le cas de Mitterrand par exemple. C'est-à-dire ils ont à la fois le sens de la séduction et le sens des transformations qu'il faut impulser dans l'ordre social et économique. Donc Balance, Scorpion. Je vous disais tout à l'heure que Saturne-Neptune organisait la vie de la Russie. Il se trouve que Poutine a une conjonction Saturne-Neptune en maison 12, avec d'autres planètes, Soleil, Mercure, etc. Donc son thème le rend sensible à l'âme de la Russie, et du coup il en est devenu le porte-parole. Alors il y a un autre côté important dans son thème, il a un ascendant Scorpion, donc Pluton est maître de l'ascendant, conjoint à la Lune noire en Lion. Donc vous voyez qu'il y a une ivresse de toute puissance en même temps, dans ce thème-là, en maison 10. Donc on a bien le personnage. Pendant longtemps, il a été, comment dirais-je, habité par l'âme, et il l'est toujours du reste, habité par l'âme de la Russie. Il a cherché à négocier pour sécuriser son domaine, son empire. Et comme il s'est rendu compte que c'était trop compliqué, il est passé sur la conjonction Pluton-Lune noire en Lion, c'est-à-dire sur l'affirmation de la toute-puissance. Donc, je veux dire, si vous lisez les thèmes, c'est très littéral tout ça. Alors, la prochaine étape du cycle Saturne-Neptune, c'est 2026. Alors, si on regarde les transits sur le thème de Poutine, il est possible qu'il y ait un changement de gouvernement à ce moment-là, en 2026. C'est en Bélier, donc c'est une renaissance, en réalité, du monde russe. Donc on a en fait entre 2022 et 2026 4 années probablement de conflits, mais en tout cas de transition, qui vont amener la Russie à redéfinir ses territoires, ses frontières, ses limites, etc. Et on a juste après en 2028 un carré Saturne-Pluton. Donc là je suis plutôt pessimiste parce que je ne vous ai pas dit aussi que l'OTAN date de 46-47, hein, elle a été fondée en 46-47, donc elle suit en fait ces rythmes Saturne-Pluton, qui est un système de pouvoir hein, en fait. Donc voilà, donc de mon point de vue, cette histoire va se terminer vers 2026, et il va falloir que l'OTAN se repositionne à partir de 2028, mais comme c'est un carré croissant, ça risque d'être quand même dans la force et dans la violence. Ça va pour les années à venir? On peut passer aux choses sérieuses? Alors, on pourrait dire beaucoup de choses hein, sur les années à venir, parce qu'il n'y a pas que ces deux cycles, évidemment. Il y a le Saturne-Uranus, donc en ce moment c'est en carré. Donc je vous disais tout à l'heure, opposition Saturne-Uranus en 2008, donc crise économique hein, qu'on connaît tous. Le carré peut aussi être une crise économique, mais là, elle a été complètement voilée, en fait, par les mesures financières qui ont été prises. Et en fait, on va probablement aller vers une hyperinflation dans les années à venir, dans les mois à venir, en réalité. Conjonction Jupiter-Neptune à la fin de l'année. Si on regarde l'histoire, les conflits ne sont pas nouveaux et les désillusions ne sont pas nouvelles. Et dans ce que je voudrais essayer de mettre en place ici, ce n'est pas tellement la routine de l'histoire, c'est comment on va pouvoir sortir de cette routine-là. Hein, la métamorphose. Et pour ça, je suis obligé de faire appel au grand cycle, qui est notamment un cycle de 4000 ans. Donc ça nous sort évidemment... Non mais alors voilà, on ne sera plus là. On n'était pas là au début. Mais ça, on s'en fout un peu, honnêtement. On n'était pas là au début non plus. Non, alors voilà, merci pour la réponse. On n'était pas là au début non plus. Alors, ce cycle commence avec, pour l'Occident en tout cas, avec Pythagore. Et c'est pas parce qu'on n'était pas là au temps de Pythagore qu'on n'est pas encore sous l'influence de la pensée grecque, du miracle grec du VIe siècle avant notre ère. Et Pythagore n'est plus là non plus. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on sera plus là dans 1500 ans ou 2000 ans que le point de lumière qu'on peut développer aujourd'hui dans notre vie n'aura plus d'efficacité à ce moment-là.
Donc qu'on soit plus là, c'est pas très grave, mais si on comprend les enjeux du présent en termes de grands cycles historiques, on peut à ce moment-là porter sa pierre à la cathédrale de l'évolution de l'histoire. C'est ça que je veux dire. Mais si je suis optimiste, on va dire qu'on peut faire du bricolage, mais en fait, voilà, l'opportunité est ratée. Imaginez un instant que Marx a été assassiné en 1845. Voilà. Donc, parce que c'était le seul, il y en avait peut-être d'autres, mais en tout cas c'était un des seuls à être porteur de l'esprit du temps de ce moment-là. Et d'avoir la sagacité de le mettre en forme, de le théoriser, d'en faire un modèle économique. Donc la disparition de Gorbatchev de la scène de l'histoire était une catastrophe. C'est ce que dit Poutine. Hein. Poutine, il dit la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, c'était la disparition de l'URSS. Mais parce que c'est des hommes qui ont le sens de l'histoire. Ils ne savent pas forcément comment le formuler dans les grands cycles, mais ils ont ce sens de l'histoire, donc ils font l'histoire. Et oui, si on rate une opportunité, on a raté l'opportunité pendant 172 ans. On peut accompagner le mouvement. Alors une fois qu'on a compris le mouvement, on aurait pu éviter de bombarder le Donbass en 99. Par exemple. Ou on aurait pu écouter Poutine en 2007 en disant, voilà, il ne dit pas que des conneries, il va faire ce qu'il dit. Ça, on aurait pu. Ça, on aurait pu.